la parole à monsieur Hicham Bilhaj. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, mesdames et messieurs, honorables participants, alors c'est une immense joie, c'est avec une immense joie et curiosité que je vous convie aujourd'hui, après bien évidemment le périple des communications précédentes, je vous invite, je vous convie à me suivre dans un nouveau périple. Ce sera un périple en rapport avec la littérature et la géographie. Donc je vous invite à plonger dans les dédales ensoleillés et parfumés de l'œuvre de Colette, particulièrement centrée sur le Maroc. Alors notre exploration se concentrera sur un aspect souvent négligé, mais incroyablement significatif de sa prose, en l'occurrence la toponymie marocaine. Alors je vais travailler sur un chapitre d'un livre de Colette qui s'intitule « Prison et paradis ». Alors le chapitre en question s'intitule « L'oncle marocaine ». Alors cette communication explorera deux axes majeurs pour décortiquer la richesse sémantique et émotionnelle des toponymes dans paradis et prison et paradis. Donc de l'analyse minutieuse des noms de villes à l'étude, de leur influence sur la vie personnelle de Colette, nous dévoilerons comment la toponymie devient un témoin silencieux et vibrant des péripéties de l'auteur au Maroc. Alors l'œuvre de Colette, façonnée de ses pérégrinations au Maroc en 1926, devient une mosaïque où chaque toponyme constitue une pièce essentielle, contribuant à l'édification d'un tableau où la réalité tangible et l'imaginaire se mêlent harmonieusement. Alors, Colette est née en 1873, morte en 1954, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette. C'était une écrivaine française renommée du XXe siècle. Elle a débuté en tant que mime et actrice avant de devenir célèbre avec ses romans, dont le plus connu est Gigi. Alors son œuvre imprégnée de sensualité et d'observation fine explore la condition féminine et la nature humaine. Alors en 1926, Colette accomplit un voyage au Maroc en compagnie de Maurice Goudequet, son dernier compagnon. Ils sont les invités du Pacha Ghilaoui. Qu'ils ont sans doute connu grâce à la comédienne Simone Berriot, qui a été sa maîtresse. Donc à partir de la deuxième semaine d'avril et jusqu'au 10 mai 1926, on les trouve donc à Marrakech, puis à Meknès, à Fès, dans une propriété du Pacha Ghilaoui, à Rabat, de nouveau à Fès, mais cette fois-ci à l'hôtel Palais Jamei, d'où ils vont visiter la ville de Sfax. Alors, chaque ville mentionnée dans notre note marocaine a une signification particulière dans le récit de Colette. Marrakech, par exemple, où débute le voyage, est associé à l'hospitalité du Pacha Ghilaoui. Je cite Colette: au bout du couloir, un homme haut, tout blanc, le Hajj Tahani Ghilaoui. Nous ne saurons rien d'un tel homme, sinon sa douceur, étudier sa parfaite politesse, presque sans parole. Fin de citation. Alors, concernant la ville de Meknès, elle est décrite comme charmante et Colette partage des impressions sur les enfants parés qu'elle y a observés. Je cite: beau voyage, beau voyage. Marrakech est déjà loin derrière nous, Meknès est charmant, et ce matin on montre tous les enfants parés. Fin de citation. Fès est présentée comme une ville belle mais résistante, avec des nuits froides et des rues indécises. Je cite: nous venons de vivre à Fès quelques jours au fond d'un palais prêté par le Pacha de Marrakech, seul, avec une suite d'esclaves seulement, entre les murailles de faïence colorée et des jardins d'odeur, jardins tout en rose, menthe, jasmin, jaune, datura, chèvrefeuille, mélisse, où le vent et la nuit brassent des parfums troubles.
Je vais citer un autre passage qui parle de Fès. Mais dans 3 jours, nous retournons à Fès, parce que Fès est trop belle. Nous logerons cette fois à nos frais, dans un ancien palais du vizir, transformé en hôtel. Je passerai la porte d'Abel Gissa, avec le taureau noir, ponctuel, qui croyait tous les jours conduire ses vaches, mais qui les suivait un dernier coquelicot autre. Fin de citation. Pour la ville de Rabat, Colette considère cette ville comme une ville, bien sûr, qui offre une transition vers la mer, après des expériences riches à l'intérieur du pays. Il dit ceci: nous arrivons à Rabat juste à temps pour voir une belle fête de la fin du Ramadan. Je crois que c'est le jour où tout un peuple jette aux pieds du sultan des cadeaux précieux. Fin de citation. Sofro, quant à elle, est décrite comme une ville toute pareille au paradis. Je cite: avant-hier, une visite à Sofro, petite ville toute pareille au paradis, chargée de fruits, de fleurs, d'herbages gras, débordantes d'eau pure en cascade, en fusée. Les enfants qui y sont beaux jaillissent des seuils des jardins. Une belle image de vie facile, de plaisir sans effort, mais que l'intérieur des maisons arabes est donc encore froid. La chaleur n'a pas encore passé les portes et par contraste, on y gèle. Fin de citation. Donc, dans cet extrait, Sofro est dépeinte comme une ville paradisiaque, une oasis de beauté naturelle et de fertilité. La première citation souligne bien évidemment la richesse de la ville de Sofro en utilisant des termes évocateurs tels que chargé de fruits, de fleurs, etc. Je cite un autre passage qui parle de la ville de Sofro. Le paradis terrestre, à peu près tel que nous l'imaginons, si nous l'imaginons oriental et peuplé, est restreint. Sofro est une flaque de terre fertile, juteuse, toute frémissante du rire de l'eau. La grenadierie flambe, la cerise enfle, le figuier sent le lait, l'herbe livre son sucre dès qu'on la froisse. Fin de citation. Cependant, le contraste entre cette image extérieure idyllique et la réalité intérieure des maisons arabes est frappant. L'auteur souligne que malgré la beauté extérieure, l'intérieur des maisons est froid. Bien sûr, ce contraste met en lumière la dualité entre l'apparence extérieure d'un lieu et la réalité de la vie quotidienne, créant ainsi une tension entre l'extérieur paradisiaque et l'intimité, souvent austère, des espaces domestiques. Donc, au cœur des récits de Colette sur le Maroc, la toponymie émerge comme une force puissante qui module et influence sa perception globale du Maroc, à travers la mention de villes variées telles que Marrakech, Meknès, Fès, Rabat, Sofro, Tanger. La toponymie devient le vecteur d'une riche évocation de la diversité culturelle du Maroc. Chaque nom de lieu porteur d'une histoire unique, de coutumes locales distinctes et d'atmosphères spécifiques contribue à brosser un tableau vivant de la multiplicité culturelle. On a l'impression que Colette décrit les villes qu'il a visitées, non pas en tant qu'écrivaine, mais en tant que peintre, parce que son écriture, sa description est on ne peut plus parlante, picturale. Donc les noms des lieux façonnés par les sonorités mélodieuses de la langue marocaine capturent également les contrastes géographiques qui définissent le paysage marocain. Des palais luxuriants de Marrakech aux rues mystérieuses de Fès, des côtes maritimes de Rabat aux vastes jardins de Tanger, la toponymie devient une cartographie littéraire, offrant ainsi une image complète des contrastes naturels présents dans différentes régions du Maroc. Pour Colette, la toponymie transcende la simple désignation géographique. Elle devient un miroir réfléchissant ses propres expériences. Chaque nom de lieu
est entrelacée avec des souvenirs, des émotions et des moments spécifiques de son voyage. La toponymie devient ainsi un instrument introspectif permettant à Colette de partager une perspective personnelle et unique sur ses interactions avec le Maroc. Je vais directement à la conclusion, faute de temps. Donc, en conclusion, la toponymie dans notre marocaine est un élément essentiel qui transcende la simple description des lieux. Elle devient un moyen pour Colette de construire une représentation vivante et complexe du Maroc, reflétant sa diversité culturelle, sa géographie contrastée et son impact profond sur son expérience personnelle. Colette, bien sûr, c'est une plume émérite du XXe siècle, nous emmène dans un voyage sensoriel à travers les noms des lieux, révélant ainsi une cartographie littéraire de ses expériences au Maroc en 1926. Voilà, je vous remercie.